professeur, ravi et honoré que vous soyez sur le plateau de BAM. Merci pour l'invitation. Pourquoi est-ce que vous avez décidé plutôt de vous exprimer de manière critique vis-à-vis de la campagne et vis-à-vis surtout de l'entièreté de la gestion de la crise? Mais essentiellement parce que j'ai 50 ans de virologie derrière moi. Je ne peux pas effacer tout ça et il y a toute une série de choses que je ne peux pas entendre sans réagir si je pense qu'on n'est pas sur la bonne voie. Tous les virus avec lesquels j'ai travaillé sont des virus qui sont transmis par la respiration. C'est leur point commun. Tous les virus qui se transmettent de cette manière-là peuvent montrer les mêmes caractéristiques en termes de transmission. Ils montrent aussi des caractéristiques très très proches en termes d'immunité. Et ce qu'on a entendu dès le début de 2020 ne collait pas exactement avec ce que l'on connaissait et l'expérience qu'on avait, et en particulier l'expérience des pandémies qui étaient des pandémies grippales. Donc c'est votre spécialité, c'était vraiment en plus les maladies respiratoires. Et donc j'ai toujours travaillé sur des virus respiratoires ou transmis par la respiration. C'est-à-dire la grippe d'abord, puis j'ai travaillé sur la rougeole ensuite, qui est transmise aussi par l'air. Plus exactement par les gouttelettes que l'on peut transmettre dans sa respiration. Et puis, j'ai travaillé avec le virus de la varicelle qui se transmet aussi de la même manière. Même si tous ces virus-là n'ont pas les mêmes effets sur le corps, bien entendu. Ok. Et donc, il y a un moment donné, vous vous êtes rendu compte qu'en fait, il y a des choses qui n'étaient pas en rapport avec les connaissances que vous aviez. On est parti à toute vitesse sur une idée très très forte qui a dominé toute l'année 2020, qui était que ce virus était quelque chose de tout à fait exceptionnel, qui débarquait Dieu sait d'où. On a beaucoup chargé le pauvre pangolin, mais en fait, aujourd'hui, on sait que c'était pas ça, vraiment. Et quelle que soit la manière dont ce virus est apparu, c'est quand même toujours un virus avec les contraintes que les virus ont. Et toutes les mesures qu'on a prises, à commencer par le confinement, bien entendu, toute la saga des masques, tout ce qui s'est passé dans l'année 2020 m'a heurté à beaucoup de points de vue et je me suis beaucoup manifesté à cette époque-là. Et surtout, en fait, moi, mon problème, c'est quand on prend à témoin la science de manière indue. Je me souviens qu'une de mes premières interventions publiques, ça a été au moment où on utilisait les statistiques d'une manière complètement aberrante, en disant que, par exemple, le nombre de cas avait augmenté de 200% quand on passait de 3 personnes à 6 personnes. En tout cas, c'était peut-être pas volontaire, mais la conséquence, c'était que le public était totalement effrayé. Souvenez-vous de l'anxiété que tout le monde a eue pendant cette année-là. Et je pense que c'était très exagéré. Alors, il a fallu prendre des mesures au début parce qu'effectivement, on voyait se remplir les hôpitaux. Ça, c'est tout à fait incontestable. Le confinement, on ne peut pas dire qu'il ne fonctionne pas, mais on ne peut pas appliquer un confinement sans réfléchir aux conséquences de ce confinement. Et on les voit encore aujourd'hui avec les retards scolaires, les problèmes psychologiques des enfants qui n'ont toujours pas récupéré de cette fameuse année, mais qui s'est aussi prolongée l'année suivante et même encore un peu plus. Et donc, ces enfants ont été complètement disloqués par rapport à leur environnement social habituel. Et ça n'a été pris en compte que quand on a vu les effets. Au moment où on disait « attention », voilà les effets que ça va donner, personne ne voulait l'entendre et il fallait que tout le monde se réfugie aux abris. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, déjà, vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un souci. Donc, à ce moment-là, il y avait un souci et on voyait bien aussi qu'on ne pouvait pas évoquer la possibilité de soigner les gens avant qu'ils aillent suffisamment mal pour être envoyés à l'hôpital. Et donc, toute la première ligne médicale a été bypassée. Beaucoup se sont plaints, beaucoup de médecins se sont plaints d'être mis de côté. Mais effectivement, je pense que ça a eu un impact énorme sur la maladie et la gravité
de la maladie. Aujourd'hui, on a des études, y compris des études de Belgique, qui démontrent quand même qu'il y a moyen, avec des médicaments adéquats, mais qui ne sont pas des beaux nouveaux médicaments bien chers, mais qui sont des médicaments réorientés, il y a moyen de réduire très fortement la mortalité de ce virus. Donc, je crois qu'on aurait pu écouter un peu plus ce type de discours à cette époque-là. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire les vaccins. Il y a en fait 2 types de vaccins. Quand on parlait vaccin Covid, il y avait le vaccin ADN et le vaccin ARN. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en 1 minute la différence entre les deux? Alors, ça tient à la différence entre l'ADN et l'ARN. Normalement, dans les cellules, notre patrimoine génétique, c'est de l'ADN. Et vous savez que cet ADN est extrêmement stable, puisqu'on peut le retrouver de nombreuses années sur des scènes de crime, nombreuses années après. Donc, l'ADN est très, très stable. Il va pouvoir être transcrit en ARN, c'est-à-dire que le code qui est inscrit dans l'ADN, qui correspond à un gène qui va servir à fabriquer une protéine, ce code est transmis à l'ARN, qui est une molécule beaucoup plus labile, c'est-à-dire qui disparaît très très vite, très éphémère, et qui va être, parce qu'en fait elle va être détruite par des enzymes qui les détruisent tout de suite. Pourquoi ? Parce qu'un message, si on veut qu'il se prolonge, il faut qu'il soit répété. Et pas qu'il traîne là en place, parce que sinon, on ne sait pas combien de temps il dure. Voilà. Donc, l'ARN est très, très labile. Et l'ARN, lui, va servir à fabriquer une protéine. Alors, quand un virus nous infecte, il amène... Si c'est un virus à ADN, il amène de l'ADN. Si c'est un virus à ARN, il amène de l'ARN. Et dans tous les cas, ça va servir à fabriquer des protéines et à reconstituer le matériel génétique pour refabriquer des virus. Et donc, un virus qui pénètre dans une cellule peut produire des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de descendants, en obligeant la cellule à travailler pour lui. Ça, c'est le principe virus. Maintenant, le principe vaccin, c'est de se dire, si j'ai... Et je vais très fort simplifier. Si j'ai des anticorps, tenons-nous-en là. Oui. Si je veux avoir des anticorps contre le virus, il faut que je prenne la protéine du virus et que je l'administre à la personne pour qu'elle fabrique des anticorps contre cette protéine. Mm-hmm. Alors, c'est le principe des vaccins depuis toujours. Dans le temps, et pour encore un bon nombre de virus, on utilise le virus entier qu'on a tué, qu'on a inactivé ou qu'on a atténué, ça dépend un peu. Et dans tous les cas, il n'est plus capable de rendre malade, mais il a toujours ses protéines à sa surface. Et donc, il peut servir à faire fabriquer la réponse immunitaire contre lui. D'accord. C'est comme ça qu'on est immunisé par une vaccination. Et je dis tout de suite, moi je suis un grand fan de la vaccination. Et donc quand on me traite d'anti-vax, je vois rouge parce que c'est pas du tout ma philosophie. Néanmoins, il faut chaque fois examiner le vaccin et se rendre compte, essayer de savoir si les risques que l'on prend avec un vaccin sont moindres que les risques de se laisser contaminer par le virus sauvage. C'est un principe c'est ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Absolument. Non, d'accord. Donc, ça, c'est facile à comprendre. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des vaccins à ARN ou à ADN maintenant ? C'est une nouveauté. C'est dû à l'évolution des technologies. On arrive à maîtriser les technologies maintenant d'ADN et d'ARN. Et depuis un certain temps déjà, on fait des vaccins à ADN. Ça veut dire que... Et on peut même faire des vaccins à ADN pour des virus, pour combattre des virus à ARN. C'est le cas, par exemple, des vaccins AstraZeneca ou Johnson & Johnson, oui. Où là, on prend le gène qui correspond à la protéine de surface, celle qu'on appelle spike. On prend le gène qui correspond et on l'insère dans un virus de chimpanzé, qui est un adénovirus de chimpanzé,
dont on a enlevé les gènes qui risquent de rendre malade. Donc, on a en quelque sorte atténué lui. Et là, on insère le gène qui correspond à Spike et on administre ça aux vaccinés qui vont alors fabriquer une réponse contre Spike parce que ce petit virus transformé qui amène l'information Spike avec lui va entrer dans les cellules, va y délivrer son message, et le message, ça sera fait de la Spike. Et donc, les cellules vont fabriquer de la Spike, et cette Spike va se balader dans le corps, et on va commencer à faire une réponse immunitaire contre la Spike. Donc, voilà. Donc, la grande différence déjà entre les deux technologies, on va dire l'ancienne ou la bio, on va dire, et la nouvelle, c'est que la nouvelle, en fait, va amener le corps, les cellules, à produire elles-mêmes, en fait, c'est ça. Une partie ou une protéine du virus. Tout à fait. Donc l'idée, c'est de demander à nos cellules de faire le boulot de l'usine de production de vaccins. C'est ça, tout à fait. Donc, si on donne le nom de vaccin à une substance qu'on inocule, OK, on peut comprendre comme ça, mais ce qui est important dans le vaccin, c'est ce qu'on appelle l'immunogène, c'est-à-dire c'est la partie du vaccin qui va servir à provoquer la réponse immunitaire. D'accord. Auparavant, on inoculait ça, maintenant on inocule des précurseurs de ces vaccins en demandant aux cellules de les fabriquer. D'accord. Donc j'ai expliqué le vaccin ADN. Maintenant, le vaccin à ARN, comme celui de Pfizer ou celui de Moderna, ce sont des vaccins qui contiennent un ARN. Et l'ARN va, lui, quand il va entrer dans la cellule, il va être directement lu en protéines, il va faire fabriquer la protéine Spike, et cette protéine Spike va être distribuée dans le corps et va être l'immunogène qui va déclencher la réponse immunitaire. Bon. D'accord. Donc, même résultat au total. Oui, il y a juste en fait une étape en moins, en fait. Hein. Avec l'ARN, il y a une étape en moins avec l'ARN, et on ne fait pas entrer dans des cellules de l'ADN, ce qui est quand même toujours un petit peu risqué, étant donné l'éventuelle intégration de l'ADN dans le génome. On en a beaucoup parlé. On n'en a pas des preuves définitives, mais c'est un risque. Disons que c'est un risque qu'il faut mesurer, il faut évaluer. Et il faut suivre les événements pour voir comment ça se passe. Maintenant, si j'en viens au plus populaire des vaccins, c'est-à-dire en tout cas celui qui est le plus répandu, c'est l'ARN messager. Et dans ce cas-là, je vous ai dit dès le départ que l'ARN était une molécule qui disparaissait très 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 vite. L'astuce pour la fabrication d'un vaccin ARN messager, c'est de stabiliser cet ARN. Ça, c'est quelque chose qu'on ne nous a pas raconté au début. On nous garantissait que l'ARN allait disparaître très, très vite et que donc on ne devait pas s'inquiéter pour les lendemains. Puis, on a appris que quand même, on avait rendu ces ARN extrêmement stables et avec des techniques qui ont été inventées et mises au point par les personnes qui viennent de recevoir le prix Nobel de médecine 2023. Donc, eux ont permis à ce brin d'ARN de rester plus longtemps actif dans un organisme. Voilà, ils ont mis au point une technique qui permet de remplacer une partie des éléments constitutifs de cet ARN par des analogues. Et du coup, les enzymes qui doivent découper l'ARN en petits morceaux sont incapables de le faire, ou beaucoup plus lentement. Et donc, ça donne une stabilité sans laquelle ça aurait été impossible d'en faire un vaccin. Bien sûr, puisque l'ARN aurait disparu avant d'avoir le temps de faire la protéine. Donc voilà de quoi on parle. On parle ici d'un précurseur qui est un ARN, qui n'est pas le virus entier, qui est un morceau du virus correspondant à Spike, qui va fabriquer Spike, et Spike va immuniser la personne. Alors, en termes d'effets secondaires, puisque c'est ce qui nous intéresse, est-ce qu'on voit des différences d'effets secondaires avec l'une ou l'autre technologie ?
Oui, il y a des différences. Les effets secondaires principaux, ce sont les myocardites et péricardites, donc des problèmes cardiovasculaires importants au niveau du cœur, ou d'un autre côté, des thromboses, qui sont des thromboses veineuses, sont des caillots qui se mettent dans les veines, et en particulier au niveau cérébral. D'accord. Ça, ce sont les deux effets secondaires les plus souvent rapportés et les plus fréquemment publiés. D'accord. Et lesquels sont plus pour l'ADN et l'ARN ? Alors voilà, les vaccins à ARN ont plutôt tendance à donner les myocardites et les vaccins à ADN les thromboses. D'accord. Ça a été d'ailleurs dans certains pays la raison pour laquelle les vaccins à ADN ont été retirés du marché. D'accord. Alors bon, je rappelle qu'on a tout un document on vous conseille de lire et éventuellement de distribuer parce qu'il y a pas mal de choses qui sont vraiment sérieuses. On a essayé avec le professeur Entier de sélectionner vraiment les études qui étaient vraiment pertinentes et qui étaient vraiment scientifiquement valables. Il y a plus de 109 pathologies qui ont été signalées. Alors, on va parler vraiment peut-être des plus emblématiques. Il y a d'abord la première, je dirais dans le temps, c'est évidemment le problème, on a parlé d'immunodépression dans les semaines qui suivent, donc transitoire semble-t-il, mais quand même qui suivent l'injection, chaque injection. Ça, on s'en est rendu compte par le nombre de cas de zona. C'est ça. Or, le zona est quelque chose qui apparaît lorsqu'on a une immunodépression. Lorsqu'on fait une immunodépression en hôpital à quelqu'un pour lui faire une greffe, par exemple, eh bien, il fait un zona. Presque toujours. Oui. Et donc, il y a un lien très clair entre le niveau de fonctionnement du système immunitaire et le contrôle du virus de la varicelle qui est réfugié dans notre système nerveux. D'accord, et qui se réveille. Qui va se réveiller quand il y aura une dépression. Et que donc c'est un signe d'immunodépression. Et donc ça signe l'immunodépression temporaire. D'accord. Est-ce grave ou pas grave? On n'en sait rien. Mais je vous fais remarquer quand même que les personnes vaccinées ont eu une très forte propension, quand le virus circulait encore beaucoup, une très forte propension à être infectées et à réinfecter ou infectées très peu de temps après l'injection. Ce qui veut dire que quand on est fraîchement vacciné, avec cette petite immunosuppression, on peut attraper un peu tout ce qui passe. Et si c'est le Covid qui passe, ben c'est lui qu'on attrape. Et donc, tout le monde dans son entourage connaît des gens qui ont été vaccinés et puis qui ont fait un Covid tout de suite après. Ça a d'ailleurs donné une fâcheuse réputation au vaccin qui était supposé empêcher la transmission. Et on sait depuis très tôt, déjà depuis juillet 21, on sait que la transmission n'est pas empêchée. Oui. D'accord, parce que je vois que vous avez effectivement mis pas mal d'études sur effectivement la toxicité de la protéine spike en elle-même. Alors donc probablement que c'est des choses que les gens devaient aussi ressentir quand ils étaient malades quand ils attrapaient le Covid. Mais donc ici évidemment on en produisait de manière systémique. Chez tout le monde. Et probablement en très très grande quantité. D'accord. Mais maintenant, il faut aussi mettre un bémol à ça. Il est très vraisemblable, et d'après un certain nombre de travaux, on le voit, que chez certaines personnes, la vaccination va faire produire des grandes quantités et pendant longtemps. Chez d'autres, une quantité beaucoup plus raisonnable et il n'y aura pas de souci. Et chez d'autres, pas du tout, et elles ne seront pas vaccinées, c'est tout. D'accord. Donc, on a toute la gamme. On ne peut pas faire de généralisation. Et on ne peut pas dire, tiens, puisque vous avez reçu le vaccin, vous avez forcément énormément de cette protéine spike qui circule toute seule. Non. Chez certaines personnes, oui. Et nous ne sommes pas capables aujourd'hui de prévoir chez quelles personnes. D'accord. Donc, si je comprends bien, en fait, il y a une inconnue sur la quantité de spikes qui sont produites. Et donc, ça peut soit effectivement... Et la durée. Et la durée, en plus. Et donc, soit effectivement, il peut y avoir beaucoup d'effets secondaires, ou soit il peut y avoir une très faible immunisation. Celle dont on a beaucoup parlé, évidemment, c'est les myocardites et les troubles associés. Donc, péricardite, ce problème
cardiaque. Oui. Donc là, il y a beaucoup d'études qui sont sorties là-dessus. Énormément. C'est là-dessus qu'on a le plus grand nombre d'études. C'est même devenu tellement évident que les grandes organisations, comme le Centre du contrôle des maladies aux États-Unis ou l'Agence du médicament en Europe, tout le monde aujourd'hui reconnaît que c'est un effet secondaire que l'on appelle rare. Mm-hmm. Mais bon, tout dépend ce qu'on appelle rare. Moi, je n'en disconviens pas, ce n'est pas hyper fréquent, mais la fréquence est quand même de loin supérieure à ce qui est d'habitude toléré pour un vaccin. Alors, il y a les thromboses. Oui. Soit il y avait des thromboses au niveau des poumons. Bah, disons qu'on a un profil de thrombose qui, d'après les spécialistes, n'est pas habituel. Et en particulier, cette fréquence des thromboses veineuses cérébrales, qui sont habituellement très très rares et qui sont devenues plus fréquentes depuis la vaccination, et en particulier chez les personnes vaccinées par rapport aux non vaccinées. Oui. Donc là, il y a des éléments qui font que c'est aussi renseigné par les grandes agences comme étant des effets secondaires possibles. Ça ne les empêche pas de promouvoir le vaccin, mais elles reconnaissent quand même que ça fait partie des accidents possibles. Et que disent les études maintenant avec le recul sur les thromboses? Elles ne disent rien d'autre que de constater une corrélation, mais il faut toujours prendre ça avec des pincettes, oui, bien entendu, corrélation entre la vaccination, la proximité dans le temps de la dernière vaccination, le fait qu'on en est à la deuxième ou la troisième ou la quatrième vaccination, et dans ces différents cas, il semble que l'incidence soit de plus en plus élevée. Ok, donc au fur et à mesure des doses. Alors, il y a évidemment, on en a beaucoup parlé, entre autres chez BAM, il y a la perturbation des cycles menstruels. Oui, ça, c'est quand même fort répandu, puisqu'il y a en tout cas 2 études tout à fait récentes publiées dans les derniers jours qui montrent que pour une, c'est à peu près entre 40 et 50%, pour l'autre, c'est entre 50 et 60% des femmes qui, après vaccination, donc des femmes en âge de procréer et qui ne prennent pas de contraceptifs oraux et qui ne sont donc pas ménopausées, il y a donc pratiquement une personne sur 2 qui voit un dérèglement du cycle. Mm-hmm. Et il y a jusqu'à 25-27% de saignements anormalement abondants, non seulement décalés par rapport... donc déréglés, on va dire. Déréglés, mais aussi déréglés sur le plan quantité. D'accord. Et ça, c'est toujours inquiétant quand il y a des menstruations extrêmement abondantes, parce que c'est un terrain favorable par rapport à certaines formes de cancer de l'utérus. Donc bon, parce qu'effectivement, les autorités ont plutôt essayé d'être rassurantes. Elles ont reconnu, mais en disant que c'était transitoire, que c'était pas grave. Mais en fait, on ne sait pas sur le long terme quelles sont les conséquences. Et c'est curieux, on entend ça pour les problèmes de menstruation, mais on entend ça aussi pour les myocardites. Les autorités disent, c'est pas grave, on s'en remet très bien après quelques jours. Personne ne sait ce qu'on devient quand on a, alors après 50 ans, 60 ans, là, il faudra attendre jusque-là. Ce que quelqu'un qui est vacciné à 25 ans et qui fait une myocardite et qui en guérit, qu'est-ce qui va lui arriver dans le futur? Personne n'en sait rien. D'accord. Donc on ne peut pas non plus affirmer des choses que l'on ne sait pas, certainement pas, mais il me semble qu'il y a quand même un principe de précaution qui doit prévaloir. On en a parlé aussi pas mal, ce sont les turbocancers. Donc, qui serait peut-être aussi lié à un problème d'immunité. Donc, c'est qu'il y a tout à coup des cancers qui se réveillent chez certaines personnes qui sont vaccinées. Oui. C'est ce qu'on a appelé les turbocancers, mais qui est un mot banni
on ne peut pas le dire comme ça, un réveil de cancer en rémission qui survient après vaccination. Alors les cas sont non plus pas immensément nombreux, donc ça permet à ceux qui reconnaissent que ça existe de dire que ça n'arrive pas suffisamment souvent pour que ça soit préoccupant. Oui. Mais moi, encore une fois, je ne dis pas que ça va se passer à tous les coups, et je reconnais que ça n'arrive pas à tout le monde. Mais ça arrive quand même à un certain nombre de cas, et je pense que ça pousse encore une fois à la prudence. Et donc, c'est la raison pour laquelle je ne suis pas très, très enthousiaste avec ce vaccin dans l'état actuel où on le produit. Mais bon, donc des turbocancers, ceci dit, on peut tous avoir un cancer à un moment donné ou un autre dont on ne soupçonne pas l'existence. Oui. Bien sûr, notre corps est en permanence en train de se défendre contre les cancers. Oui. Donc si cette défense est endommagée, on peut avoir effectivement une explosion cancéreuse tout d'un coup. Oui, d'accord. Alors, tout à fait possible. Allez voir le document qui se trouve en dessous de la vidéo. Vous pourrez voir toutes les références scientifiques que le professeur Rentier a spécialement sélectionné pour vous, pour tout le monde. Je voulais ajouter quelque chose. Vous avez dit que j'avais sélectionné. J'ai effectivement sélectionné des articles qui vont dans le sens de dire qu'il y a des effets secondaires. Oui. Je n'ai pas sélectionné les nombreux articles qui prétendent qu'il n'y en a pas. Oui. Je suis toujours frappé de voir dans ces articles-là les fréquents conflits d'intérêts des auteurs. De toute façon, comme ce sont les articles sur lesquels reposent les campagnes vaccinales, je n'ai pas besoin d'aller les reprendre. D'accord. Donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est de dire, je vais vous épingler des articles qui sont tout à fait valables, tout à fait sérieux, dans des très bonnes revues, et qui ne sont, alors par contre, jamais mis en évidence, parce qu'il laisse penser que peut-être bien que le vaccin n'est pas une si bonne chose que ça. Oui. Donc voilà, je pense qu'il faut rétablir l'équilibre, et il faut que tout le monde sache que danger zéro n'existe pas. Et il faut arriver à mesurer ces risques par rapport au vaccin ou par rapport au virus. Et aujourd'hui, il faut bien reconnaître que nous n'avons pas pour le moment un coronavirus dangereux qui tourne. Donc voilà, il faut se poser des questions. Et moi, je reste ouvert à toutes les possibilités, mais chacun doit pouvoir être informé. Ok, maintenant, ce virus est beaucoup moins virulent, mais rétrospectivement, comment jugez-vous la campagne de vaccination ? La campagne de vaccination est partie immédiatement sur un mauvais pied, parce qu'avant quoi que ce soit, on avait déjà décidé qu'on allait vacciner tout le monde. Déjà en septembre 2020, je me souviens d'avoir été interviewé là-dessus, et où j'avais dit, j'espère bien qu'on ne va pas se diriger vers une vaccination obligatoire. Parce qu'il y a d'autres moyens que la vaccination de résoudre le problème. Et puis parce que j'aurais voulu qu'on arrête cette légende qui a été extrêmement tenace, qui est que la vaccination allait éradiquer le virus, oui. En prenant l'exemple de la variole. Alors, il n'y a aucune commune mesure entre un coronavirus et un virus de la variole. Oui. Le coronavirus passe chez les animaux et revient. Il est respiratoire, donc il circule dans l'air, et il mute à une vitesse extraordinaire, alors que le virus de la variole est parfaitement stable. Oui. Donc, voilà, on parle de deux choses qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il y en a un qui est un virus à ARN et l'autre qui est un virus à ADN. Enfin, il y a vraiment rien de commun, à part que ce sont des virus, c'est-à-dire des parasites intracellulaires obligés. Et donc, des mesures comme si c'était un virus de la variole ou même un virus de la polio,
Moi, je les voyais pas bien venir. Mais on nous a seriné ça, j'ai entendu prétendre qu'on allait éradiquer le coronavirus avec un vaccin. J'invite vraiment les gens à regarder les liens et les études qui se trouvent en dessous de la vidéo. Et sinon, je vous remercie d'être venu donner toutes vos explications et de partager vos connaissances. Bien volontiers. Merci beaucoup.